Bonjour. Bon, c'est vachement fort. Merci d'être présent pour cet atelier et cette conférence sur Nous ne ferons pas sans la nature, comment développer la ville et l'immobilier pour et avec le vivant. Cet atelier sera co-animé avec Maxime Dupont, qui est directeur de projet au sein de Harpas Trans dans le pôle Gondwana, le pôle biodiversité, et moi-même qui suis directeur du pôle Gondwana, pôle biodiversité d'Harpas Trans. Harpas Trans, c'est un cabinet de conseil en immobilier durable qui a bientôt 30 ans d'existence, qui travaille sur 4 grands métiers, 4 grands pôles, que sont le conseil et l'innovation, le design et l'aménagement intérieur, l'immobilier responsable et bien évidemment Gondwana, qui est le pôle biodiversité et biophilie. Nos leitmotivs sont répartis en 4 axes stratégiques que sont la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique, la santé, le bien-être par l'immobilier, la transformation digitale et les nouveaux usages, et bien évidemment la biodiversité et le vivant. Vous pouvez, pour avoir plus d'informations sur Harpas Trans, nous rencontrer au stand G42 juste à côté. Si je fais un petit zoom maintenant peut-être sur Gondwana, donc le pôle biodiversité d'Harpas Trans, qui est un pôle aujourd'hui constitué de consultants et d'experts du sujet de la biodiversité. Donc nous sommes des experts consultants et en même temps des techniciens du sujet de la biodiversité. Nous travaillons sur 3 grands axes que sont le conseil, la stratégie, l'ingénierie du vivant et la valorisation. Nous travaillons pour différents acteurs, que ce soit des acteurs de l'immobilier ou non, à différentes échelles, sur des questions de stratégie biodiversité, de cartographie de patrimoine. Nous travaillons à l'échelle régionale sur les sujets de trame verte et bleue et également sur des sujets d'infrastructure verte. On va revenir sur le sujet plus précisément. On travaille sur tous les sujets qui sont liés à l'ingénierie du vivant, tout ce qui va être inventaire faune-flore, diagnostic écologique, diagnostic zone humide, diagnostic phytosanitaire des arbres, les sujets de biodiversité grise aussi, puisque là, on a un impact sur la biodiversité, pas forcément que sur un site, mais aussi sur les matériaux que nous allons utiliser. Et nous travaillons également sur les sujets de maîtrise d'œuvre éco-paysagère pour essayer d'accompagner les sujets de biodiversité dans le paysage et aller au-delà des projets paysagers et d'aller au-delà aussi du géranium de Mamie. Nous travaillons sur les sujets de valorisation à travers d'animations, d'ateliers, de panneaux pédagogiques, puisque il est important quand on parle de biodiversité de continuer de sensibiliser l'ensemble des usagers qu'on peut rencontrer, et on travaille également sur toutes les certifications qui existent et qui sont dédiées au sujet de la biodiversité comme Biodiversity, EFI-Nature et éventuellement Éco-Jardin sur la gestion écologique des espaces verts. Pourquoi cette conférence? Parce que nous considérons aujourd'hui qu'il est le temps de se reconnecter à la nature. Il est important que nos projets, que ce soit des projets à impact positif et qui vraiment repositionnent le sujet du vivant. On a parlé déjà de 3 mots-clés et je pense qu'il est intéressant aussi de se réapproprier ce sujet en remettant quelques éléments de définition. On a parlé de nature. Qu'est-ce que c'est la nature? C'est les milieux terrestres particuliers qui sont définis par le relief, le sol, le climat, la végétation. C'est aussi tout ce qui nous a été donné par la planète et on est arrivé bien après la nature. On a connu les montagnes, on a connu l'eau, on a connu le feu. Voilà ce que c'est la nature, et la nature n'est pas forcément des éléments vivants, c'est aussi des éléments qui sont inertes. Quand on parle de vivant, pour autant, on parle bien de tout ce qui caractérise la vie, on parle d'organismes vivants. Les organismes vivants, c'est des organismes qui vivent. Un arbre mort n'est pas considéré comme un organisme vivant, c'est un arbre mort. Par contre, un arbre mort va devenir un support de vie, va devenir un milieu. C'est ce milieu où des espèces vont pouvoir se développer, où on va pouvoir parler de biotope. Ensuite, quand on a plusieurs milieux, cet arbre qui a été vivant à un instant T a été vivant dans un écosystème. Et justement, dans cet écosystème, il y a des espèces vivantes qui l'ont colonisé. On parle alors de biocénose. Et justement, c'est l'ensemble de ces éléments, l'ensemble de ces écosystèmes, l'ensemble de ces biocénoses qui caractérisent la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est bien l'ensemble des êtres vivants sur la planète et l'ensemble des interactions qui existent sur le sujet. On parle d'abord de diversité biologique et c'est ensuite en 1985 qu'est apparu le terme biodiversité.
Aujourd'hui, je dirais que quand on veut traiter le sujet de la biodiversité, on a un grand défi. Déjà, on a un défi qui est lié à l'homme, parce que c'est dans notre nature humaine de vouloir dominer la planète. Quand Sapiens, il y a 200 000 ans d'années, il y a 200 000 ans, a décidé de coloniser la planète, il a dominé la nature, il a traversé les océans, il a grimpé les montagnes. Et justement, c'est grâce à cette évolution où on s'est rendu compte que l'homme a forcément eu envie de dominer cette planète et cette nature, puisque dès que l'homme est apparu dans un grand territoire, les grands mammifères et les grands carnivores ont disparu. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu clé de se repositionner dans la nature et justement d'être dans une vision écocentrée et puis dans une vision anthropocentrée de la nature. Quand on parle de biodiversité en ville, il est important aussi de repositionner la question de la nature en ville, où on souhaite la revoir, de proposer des aménagements qui soient sains et durables, viables, inscrits dans des usages également, de s'inscrire dans la transition environnementale et climatique et d'accompagner le changement et réduire l'exposition aux aléas, puisque le changement climatique va engendrer des aléas de plus en plus importants. Le dérèglement climatique, on en parle beaucoup et maintenant on en parle de plus en plus. J'ai presque envie de dire biodiversité et changement climatique, même combat. On sait qu'il y a 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité et que le climat en fait partie. Le changement climatique en fait partie. Une des études assez récentes le prouve. On a 2,5% des extinctions qui sont dues au changement climatique actuellement. Dans les années à venir, ça sera beaucoup plus. On pourrait, je pense, au moins multiplier par 5 ce facteur. On a 25% des espèces animales et végétales qui pourraient disparaître dans les régions les plus riches, avec un réchauffement de 2 degrés d'ici 2100. 2 degrés d'ici 2100, on est plutôt maintenant sur un horizon 3 degrés, voire 4 degrés d'ici 2100, si on ne change pas nos pratiques. Et également, on sait que le climat a un impact sur le déplacement des espèces. On estime que les espèces se déplacent vers les pôles en moyenne de 17 km tous les 10 ans. Alors on se dit très bien, les espèces sont capables de s'adapter justement au dérèglement climatique. À titre d'exemple, aujourd'hui, on sait que les arbres se déplacent d'environ 100 à 200 mètres par an, ce qui est relativement peu. À la vitesse du dérèglement climatique actuel, il faudrait que les espèces et les arbres se déplacent de 2 à 10 km par an si vous voulez s'adapter. Donc la biodiversité ne va pas forcément être capable de s'adapter comme l'homme est capable de s'adapter. L'homme est capable de s'adapter, on a créé et on a dominé notre nature, on a créé des barrages pour gérer l'eau, on a su maîtriser le feu, on a su maîtriser les chaleurs en mettant des climatisations, on sait gérer les eaux pluviales en utilisant ce qu'on appelle des infrastructures grises. Ces infrastructures grises posent la question des ressources, posent la question de la compatibilité avec le climat et posent la question des coûts exponentiels qui vont être de plus importants liés justement à ces aléas climatiques. Alors que la nature, elle, est capable assez facilement et nous prouve, grâce à des services écosystémiques, qu'elle nous rend service. La biodiversité nous permet de nous alimenter, la biodiversité nous permet de respirer. 50% de l'air que nous respirons vient des océans et des organismes vivants qui sont dans les océans. Donc aujourd'hui, il est important de justement s'inspirer de ces solutions et de ces services écosystémiques pour créer ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Donc repenser la ville par ces solutions fondées sur la nature, où justement on va avoir des espaces verts qui vont avoir des fonctions sociales, des fonctions environnementales et des fonctions en même temps économiques. Aujourd'hui, quand on veut penser la ville, on se dit oui, mais très bien, mais il va falloir plus d'espaces verts. Plus d'espaces verts va poser la question aussi des futures réglementations à venir, comme le ZAN ou zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, on va avoir un challenge de repenser la ville d'une autre manière, avec une vision où justement nos espaces verts doivent avoir des espaces multifonctionnels. Et c'est pour ça pourquoi on parle des mètres carrés multifonctionnels. Aujourd'hui, une toiture végétalisée, elle doit avoir un rôle de préservation de la biodiversité, de lutte contre l'îlot de chaleur, de gestion des eaux pluviales, d'avoir un rôle éventuellement de production alimentaire ou énergétique, ou en même temps avoir un rôle récréatif. Et c'est comme ça qu'il va falloir réimaginer la ville de demain, c'est de créer des espaces extérieurs qui sont multifonctionnels, en lien avec la nature, avec des sols vivants le plus possible. Et c'est pourquoi, et nous sommes persuadés, que la biodiversité est un atout pour créer une ville viable et durable. Merci beaucoup Victor. Je vais continuer maintenant sur le sujet de la ville et notamment de la nature en ville. Aujourd'hui, les éléments de nature permettent d'améliorer la qualité sociale, écologique, environnementale, mais aussi esthétique de la ville.
on parle beaucoup de végétalisation et on se rend compte qu'aujourd'hui, 92% des Français veulent plus de nature en ville. Donc ça, c'est un chiffre qui est arrivé en 2018, avant la période de Covid. Et on a une accélération du phénomène justement de prise en compte de cette nature dans le milieu urbain parce qu'on a eu une fuite des citadins dans les espaces ruraux. Mais comment on fait finalement pour intégrer cette nature en ville? Et c'est là où on attend un rôle important finalement de tous les acteurs du territoire, qu'on soit finalement à l'échelle de la ville, à l'échelle du quartier ou à l'échelle du bâtiment. Chacun a un rôle à jouer très important pour intégrer cette nature. Par exemple, c'est de travailler sur les morphologies urbaines quand vous êtes un élu, une intercommunalité, une agglo, un urbanisme. Mais quand vous êtes à l'échelle du quartier, quand vous êtes un aménageur, vous devez aussi travailler sur vos documents, sur vos cahiers des charges, sur vos CPUPE, etc. pour pouvoir donner une place à cette nature. Et à l'échelle du bâtiment, c'est évident que vous soyez promoteur, bailleur, exploitant, gestionnaire, foncière, voire même usager. Il y a un rôle très important à donner à cette nature. Il y a une place, mais il y a aussi de manière opérationnelle des solutions à intégrer finalement à la fois dans le projet paysager et dans le projet architectural. Et finalement, quelles sont ces formes de nature qu'on donne à la ville? Donc on parle beaucoup de la végétalisation, vous les connaissez, c'est les toitures végétalisées, c'est les maillages verts, les rues, les alignements arborés. Donc ça, c'est un point que finalement tout le monde connaît, mais il y a des points que les gens connaissent peut-être un peu moins. On va parler par exemple de la gestion des eaux pluviales à ciel ouvert. C'est la capacité finalement à intégrer dans le tissu urbain un milieu humide qui va être à la fois un support de gestion de ces eaux, donc un outil, et en même temps un support de développement de la biodiversité. On peut aussi citer à l'échelle du bâtiment l'exemple de l'intégration des nichoirs. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des architectes qui travaillent justement à l'intégration de petits aménagements directement dans la façade, en gardant des réserves en face de grosses œuvres, et tout ça favorise finalement l'émergence de cette notion de nature en ville. Mais la nature en ville, elle a un point de départ. Et ce point de départ, c'est finalement la connectivité des corridors écologiques entre eux. On parle des réservoirs de biodiversité qu'on souhaite connecter. Et finalement, on s'est rendu compte que au travers les siècles, l'urbanisation a conduit à fragmenter, à fragiliser justement cette notion de corridor écologique. Un corridor écologique, c'est quoi? C'est la trame verte, la trame bleue dont on entend souvent parler. Et elle a plusieurs usages. Donc là, on en a cité 4. D'une part, de maintenir une biodiversité ordinaire en ville, qu'on oppose parfois à la biodiversité un peu extraordinaire que vous voyez à la télé, le panda, l'éléphant. Finalement, on a un déclin des espèces aussi qui sont communes et qu'on voit tous les jours. Et il faut s'en préoccuper. C'est aussi améliorer le cadre de vie. Faciliter finalement le déplacement des personnes, par exemple, à travers des systèmes de réseaux qui sont connectés avec un traitement paysager. C'est à la fois améliorer le cadre de vie et créer des corridors écologiques. Donc on favorise le déplacement du vivant, incluant l'homme. Et à la fin, c'est aussi renforcer les services écosystémiques. Donc la séquestration du carbone, la filtration de l'air, tous ces éléments qui finalement font que la ville devient viable et durable. Il y a des sujets émergents qui apparaissent. On parlait de la trame verte et bleue, elle est assez connue de tout le monde, mais dans cette notion de corridor écologique, aujourd'hui, on tend à de nouveaux concepts. Donc on parle de la trame noire, je pourrais citer plusieurs exemples, il y a celui de Rennes, il y a celui de Metz. C'est finalement la capacité d'une ville à s'emparer du sujet de la lumière artificielle et de voir à quel moment finalement cette lumière peut être impactante pour la faune. Parce que la lumière artificielle, elle a un double on va dire, rôle, c'est qu'elle peut être attractive pour la faune et du coup créer des pièges mortels. Et pour d'autres, pour les espèces dites lucifuges, elle a un rôle de frein, un rôle vraiment fragmentant qui crée parfois des zones un peu infranchissables. On a aussi les trames brunes. Alors les trames brunes, c'est encore plus récent, c'est un sujet qui est encore moins bien maîtrisé aujourd'hui, mais finalement c'est peut-être l'un des plus importants. Pourquoi? Parce que la trame brune, finalement, lorsqu'elle est bien connectée, lorsqu'elle est importante, elle favorise l'ensemble des services écosystémiques et permet finalement de développer un maximum de biodiversité sur le territoire. Je vous conseille d'aller voir tout ce qui concerne l'intégration des sols dans le projet MUSE du CEREMA. L'idée, c'était de faire une cartographie intégrée dans les PLUI des sols en fonction de leur qualité. Et c'est un peu une ébauche de ce que pourrait être la réglementation dans le droit de l'urbanisme d'ici quelques années. Et finalement, notre conviction pour nous écologues, elle est assez claire aujourd'hui, c'est nous ne ferons pas sans la nature. Pourquoi? Parce que le rôle de l'écologue aujourd'hui, il est important pour s'intégrer dans le processus d'aménagement urbain, tant en amont,
donc en tant qu'AMO biodiversité, avec un diagnostic qui permet finalement de définir quels sont les invariants qu'on s'impose dans le projet urbain, quel est l'existant, et de prioriser tous ces éléments. Ensuite, c'est la place finalement de l'écologue pendant le projet urbain, dans l'équipe de conception. Finalement, on a des concepteurs qui sont très doués, qu'on parle des architectes, des paysagistes, mais ils n'ont pas forcément toutes les solutions ou ils ont du mal parfois à appliquer. Et c'est au rôle de l'écologue justement de servir d'interface. Et enfin, le rôle de l'écologue, il est aussi très important sur la partie pérennisation et exploitation. Pourquoi? Parce qu'on a beau concevoir un projet qui est super ambitieux et top au départ, si derrière en phase d'exploitation, il est mal géré, que les espaces verts finalement sont gérés de manière classique, on perd finalement toute la plus-value et tout l'effort qui a été produit initialement. Et pour ça, nous, on va vous donner 3 exemples. Donc, ce premier exemple qui concerne l'arbre en ville et les habitats. L'idée, c'est d'intervenir très en amont dans les projets, avant même les archis, pour les aider à faire une première faisabilité. Et dans ce cadre-là, ce qu'on préconise, nous, c'est plutôt d'arriver, de faire une cartographie de l'existant, à savoir les habitats, les arbres, de définir quels sont les enjeux de préservation sur les sites de projet, et ensuite de proposer un schéma directeur biodiversité qui puisse servir de base de réflexion à l'ensemble du projet et pour l'ensemble des acteurs. Ensuite, en phase conception, il y a tout un tas de solutions à mettre en place. Là, on a une trentaine de solutions qui sont illustrées. L'idée, c'est de comprendre finalement à quelle échelle on se place. Est-ce qu'on est dans les espaces extérieurs, publics, privatifs? Est-ce qu'on est à l'échelle du bâtiment? Et finalement, même s'il y a des choses qui sont assez communes, on parle des toitures végétalisées quasiment tout le temps, il y a des choses qui sont un peu moins connues aujourd'hui. Et c'est notre rôle à nous, écologues, de venir intégrer ces solutions. Par exemple sur le vitrage ou sur la lumière, en réduisant par exemple l'impact qu'aurait cette lumière en ville. Enfin, dans la partie exploitation, donc sur la gestion et la pérennisation, le rôle de l'écologue va être vraiment de sensibiliser, de former, d'accompagner avec un suivi régulier finalement l'ensemble du projet pour voir si dans les espaces verts, justement, on a une amélioration de cette biodiversité, d'essayer de comprendre quels sont potentiellement les freins qu'on peut rencontrer en phase d'exploitation et d'accompagner les équipes, notamment de gestion, sur ces sujets. On aime bien citer une référence avec des partenaires qui sont sans doute pour la plupart présents aujourd'hui. Donc on va citer Altara Cogedim, l'agence Sati et Virgile, qui est un autre promoteur, avec lesquels on a porté un projet sur Rouen, donc le projet de la pépinière. C'est un site qui est en fait constitué initialement de grands ensembles des années 60-70 avec des espaces verts qui, du fait de l'abandon du site, étaient devenus très intéressants pour la faune. Et tout l'enjeu, ça a été d'arriver en amont, de définir quels étaient les invariants qu'on se donnait dans le projet. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait des super prairies, il y avait des super arbres, il y avait un faucon qui nichait sur site. Et finalement, comment on fait en tant qu'écologue aujourd'hui pour transmettre toute cette expertise, tout savoir aux concepteurs pour qu'ils puissent continuer à intégrer ces espèces et ces habitats dans le projet? Eh bien, ça passe par un schéma directeur qu'on a défini en lien avec l'agence Sati. On leur a dit voilà où il faut construire pour préserver les prairies, pour garder les arbres et comment il faut construire. Quelles sont les formes urbaines qui permettent de garantir que finalement le faucon, même s'il va être peut-être impacté pendant la phase de travaux, va revenir. Donc on va créer des grands espaces verts, on va faire en sorte que finalement on ait des nichoirs intégrés au bâtiment pour espérer qu'un jour ce faucon revienne, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaye de porter au quotidien. Merci Maxime pour ton expertise et cet exemple. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, il est stratégique de pouvoir intégrer le sujet de la biodiversité dans les projets et essayer de le prendre le plus en amont possible. Pour cela, il faut être accompagné par des écologues. Vous pouvez vous faire accompagner, bien sûr, par Gondwana. C'est notre petite slide pour nous. Mais aujourd'hui, il est vraiment essentiel de se faire accompagner par un écologue et le plus en amont possible. Et d'ailleurs, Maxime, j'ai peut-être une petite question pour toi. Avec ton expertise et ton accompagnement sur les projets, est-ce que tu penses en tout cas que le sujet de la biodiversité est aujourd'hui bien pris en compte dans la programmation immobilière?
Ah, c'est une très bonne question. Je m'y étais pas préparé d'ailleurs. Aujourd'hui, la notion de programmation immobilière répond globalement à des enjeux plutôt liés au droit de l'urbanisme, voire au droit de l'environnement, mais sur des sujets réglementaires. Et je pense qu'il est différenciant aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une ambition qui dépasse un peu ces cadres réglementaires et de venir et de proposer une programmation biodiversité. Nous, quand on parle de schéma directeur biodiversité, c'est ça. C'est d'avoir le début, non pas une page blanche, mais une base qui soit vraiment un schéma directeur sur l'existant, qui puisse aider à définir le fil directeur du projet qu'on va essayer de construire. Merci Maxime. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a éventuellement quelques questions ou quelques remarques. Ça ne semble pas. Du coup, je pense que nous allons pouvoir clôturer cet atelier et cette conférence. Vous allez pouvoir nous retrouver également à 16 h sur une autre conférence sur répondre aux enjeux de sobriété. Implique-t-il une autre vision des lieux de travail? Et également demain et vendredi sur des questions de limites planétaires, sur la question des futurs espaces de travail, sur comment les zones d'activité commerciale peuvent-elles devenir des futurs quartiers à l'heure du quart d'heure. Et une dernière conférence sur quelle nouvelle dynamique d'habiter face à l'évolution des modes de vie, les modes de vie qui sont très perturbés aussi par la crise sanitaire actuelle. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci.